Laurent Roland-Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. Marc Goudiano a préféré que sa chaise soit vide ce matin. Il n'a pas fait signe, il n'a rien dit. J'aurais pensé quand même qu'il serait sur ce plateau. Je l'ai d'ailleurs annoncé. Je sais qu'il nous suit de chez lui et certainement qu'il a peut-être un empêchement. Nous faisons un clin d'œil à Marc Goudiano. Laurent Roland-Tonekes, nous allons donc y aller avec matin libre, malgré toutes les dispositions des partis fantaisistes se créent toujours. Écrit matin libre à la une du quotidien ce matin. Alors, est-ce qu'on dira que c'est des partis fantaisistes? Il faut peut-être aller revoir ceux qui ont mis en place la réforme du sympathisant, qui disaient que oui, avec cette réforme du sympathisant, qu'il y aura moins de partis créés. Pour autant, parce que tel que c'est bien dit, c'est que l'achat des partis, il faut quand même 15 personnes par commune. Et ce n'est pas ça qui va manquer en réalité. Si vous avez une bonne organisation et que vous avez de quoi intéresser ou convaincre les gens, c'est que vous allez quand même trouver 15 personnes par commune pour aller créer une formation politique. Nous avons 77 communes, donc il suffit seulement d'avoir 15 personnes par commune. Donc, est-ce qu'on dira que véritablement ces formations politiques qui se créent sont des partis fantaisistes? Il faut peut-être attendre les élections organisées qui sont organisées en 2026 pour savoir si c'est des partis fantaisistes, si on donne la chance à toutes les formations politiques d'aller aux élections. Donc, je ne pense pas, en tout cas, comme le journal, que c'était des partis fantaisistes, parce que même les formations dont on parle aujourd'hui, qui se réclament être première et deuxième formation à l'aide de la réforme du système partisan, rien n'était gagné d'avance pour ces formations politiques. Mais il se fait que oui, bon, peut-être la chance, c'est que c'est les politiciens qui existaient déjà, qui ont créé cette formation, ça leur a permis d'avoir une certaine avance par rapport aux autres formations politiques. Mais toute formation qui se crée aujourd'hui, qui a une bonne dynamique, qui a une bonne vision, une bonne structuration, on peut quand même espérer gagner les élections. Le véritable problème, c'est comment est-ce que ces partis vont s'y prendre sur la scène politique aujourd'hui. C'est de voir comment est-ce que cette formation doit s'organiser face à la machine qu'il y a en face. C'est que ces formations soient de la mouvance ou de l'opposition, parce que vous allez voir que quand bien même on parle de la mouvance, il y a Moël Béné, il y a Renaissance nationale, qui aujourd'hui encore ont des difficultés à avoir des élus au thème des élections, en tout cas, qui pour avoir participé à au moins 2 élections, ont eu du mal à avoir des élus. Et donc, il y a certainement des choses qui se passent, et il faut que chaque formation s'organise. Donc maintenant, que ces formations, nouvelles formations qui sont créées, soient de l'opposition ou de la mouvance, il leur revient de bien s'organiser, parce que les électeurs sont disponibles. Écoutez, j'ai toujours rappelé qu'on a quand même plus de 2 millions d'abstentions chaque fois, depuis qu'on organise les élections sous le régime de Patrice Talon. Pratiquement 2 millions, on a ce taux d'abstention qui est assez record, qu'il faut maintenant travailler. Et, en tout cas, il faut travailler à convaincre ces électeurs qui font preuve d'abstention. Et donc, toute formation politique qui proposerait quelque chose de beau, de bien, de convaincant aux populations béninoises, je ne pense pas que les gens ne veuillent pas sortir pour aller voter. Donc, véritablement, j'estime véritablement qu'il revient à toutes les formations politiques de savoir comment s'organiser pour avoir des élus. Que ce soit, bon, je ne citerai pas les... On en a vu qui ont créé leur formation politique, qui se sont réclamés du centre, qui sont réclamés au position. Centristes, vous voulez dire? Centristes, oui. Et puis bon, ils sont ni de la droite, ni de la gauche. On est au centre. Malheureusement, sous nos cieux, avec l'expérience qu'on connaît des acteurs politiques béninois, toute formation, tous ceux qui créent formation, qui disent qu'ils sont au centre, ils finissent par aller vers la mouvance. La formation qui est au centre regarde de gauche à droite pour voir là où c'est bon. À quel moment il faut aller d'un côté. C'est même pas à quel moment. La formation qui se réclame être une formation centriste regarde là où l'herbe est verte en réalité. Parce que là où il faut avoir quelque chose à mettre sous la dent. Donc quand vous ne leur proposez pas quelque chose de comment vous appelez, qui les rassure, je crois que véritablement, ces formations, les leaders de ces formations politiques n'hésitent pas à virer à 180 degrés de l'autre côté, 360 degrés si vous voulez de l'autre côté, parce qu'il faut quand même aller quelque part pour avoir quelque chose à mettre là-dedans. Donc, l'un dans l'autre, il y a ces formations, il y a l'opposition de construction qui finalement a rejoint l'opposition de principe qui a fini par rejoindre la mouvance, qui n'existe plus d'ailleurs. Donc, il y a quand même... L'opposition de principe, c'est qui? Vous n'avez pas vu, vous n'étiez pas au Bénin. Non. On a l'opposition de construction, Toléba. Maintenant, lui ne parle plus, on ne sait pas si
il est toujours il opposant. Ou pas. Est-ce qu'il continue de construire dans son opposition ou bien finalement il est rentré de l'autre côté parce qu'il ne parle plus. Et ça, c'est FCDB. Mais opposition au principe, c'est Gossa qui a dit publiquement qu'il est opposant de principe. Donc, mais finalement, il a dissous RLC dans UP, donc ça n'existe plus. Mais on a aussi vu la nouvelle alliance de Yarou, qui finalement, centriste, a fini par virer de l'autre côté également. Et le premier qui a montré le signal sous ce régime, c'est quand même le professeur que je respecte beaucoup. Hein. Bon, mais ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. François Abiola, qui a créé son parti dès les premières heures du Il était au centre, non? Il était au centre, mais il a fini par aller au BR et là maintenant il est à la Sénat. Donc, au fond, chacun sait pourquoi il est là, chacun sait pourquoi il se bat. Et chacun sait pourquoi il crée son parti. Voilà. Donc voilà. Ce n'est pas des partis fantaisistes, c'est des partis qui ont des objectifs bien visés. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui créent, il y en a qui ont créé leur formation politique. Soit leur vision, c'est d'aller aux élections pour gagner les élections, soit c'est pour rester là pour faire un peu de chantage et se positionner. Il y a ceux-là qui sont là, qui ont créé leur parti, mais qui veulent continuer à dire nous sommes partis politiques existants au Bénin et pour qu'on compose avec eux. Il y a ces personnes. Il y a ceux qui ont créé leur parti, qui disent qu'ils sont de l'opposition, mais peut-être qui la nuit vont de l'autre côté et reviennent ici pour crier le jour. Merci. Non, il faut dire. Il y en a qui ont créé leur parti politique, qui le matin déjeunent avec l'opposition et la nuit vont dîner avec la mouvance. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit non, la nuit, vont là-bas. On connaît. D'accord. Mais donc, Laurent, vous l'entendez. Pour moi, est-ce que c'est fantaisiste? Bon, c'est vrai que si on tient compte de ce que la dernière explication, c'est peut-être des fantaisistes, mais au fond, pour autant, ils ont quand même chacun d'eux un objectif à atteindre. Mais il revient maintenant, pour finir, c'est que toute formation politique qui se crée aujourd'hui, dès qu'il y a une bonne structuration, une bonne organisation, je crois que, parce que pour la présidentielle, ce n'est pas évident qu'une formation politique qui se crée aujourd'hui ait de candidature, parce que la question du parrainage est à régler. Mais pour les communales législatives, si on permet à tout le monde d'aller aux élections, ils ont la chance de se mesurer pour voir qui sait si peut-être une formation dont on parle et qui peut-être minimisée, sous-estimée par les acteurs politiques qui sont là, qui estiment maîtriser la carte politique du Bénin, qui sait si cette formation ne peut pas venir les surprendre. Parce que les peuples, les populations de plus en plus ont besoin de changer les choses. C'est-à-dire que faire confiance à de nouvelles personnes pour voir ce que ça va donner. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas soulevé. On entend certaines personnes dire que 2026 est là, il est temps que je me positionne politiquement maintenant. Et donc ces personnes-là créent un parti politique, surtout avec cette affaire d'accord de gouvernance, Laurent Roland-Tony Ikes. Les gens peuvent être amenés à créer un parti politique, espérant faire un accord, c'est ça on appelle un accord de gouvernance. Et puis voilà, donc se retrouver en 2026 avec d'autres partis pour pouvoir aller au Marigot. Non, le problème c'est que dans la question d'accord de gouvernance, il ne revient pas à une partie de créer de ce GT. D'abord, ce n'est pas possible. Parce que les gens disent enfin travailler des résultats. Je prends l'UP, le Renouveau, le BR. Eux, ils ont mis leur truc d'accord de gouvernance parce que ça les arrangerait. Parce qu'ils ont, depuis 2019, en tout cas, quand on prend les différentes élections organisées depuis 2019, ils ont réussi à avoir des élus. Et donc, ils savent les régions dans lesquelles ils peuvent avoir des suffrages. Et ils savent là où il faut travailler. Et là où ils connaissent les régions dans lesquelles l'autre est faible, l'autre est fort. Et donc, la meilleure option pour eux, c'est de s'entendre pour que dans ces régions-là, ils fassent le maximum d'efforts, en tout cas, ils fassent le maximum d'efforts pour avoir les élus et pour espérer, puisque c'est quand même avoir 20% dans chaque circonscription électorale. C'est de ça qu'il est question. Et donc, si l'UP sait qu'elle ne peut pas avoir 20% dans la 6e, par exemple, et que sachant que le BR avait aussi un pourcentage pas égal à 20%, parce qu'ils ont eu quand même un seul député dans la 6e, il y a nécessité pour eux de s'entendre pour dire, bon écoutez, nous faisons l'accord. Maintenant, si ce n'est pas avec des partis qui ne se sont pas jamais, en tout cas, qui ne sont jamais allés aux élections, qui n'ont pas d'élus, qu'il faut aller faire accord de gouvernance. Parce que c'est sur quelle base alors vous voulez faire cet accord-là? Vous risquez d'être déçus. La seule chose, c'est que vous allez voir que ces partis qui se créent aujourd'hui, il y en a qui finalement vont rejoindre les grands blocs là, pour carrément disparaître. Quand Gossa créait son parti politique, on a vu tout ce qu'il a pu dire, mais quand même, il sait très bien que ça ne marchera pas. Mais c'était pour quand même aller négocier
pour rentrer dans une formation politique. Il n'y aura pas d'accord de gouvernance avec des partis qui n'ont aucune expérience en termes d'élection. Mais il y aura la porte ouverte pour les nouveaux patrons de partis politiques, les nouveaux patrons, présidents de partis politiques, pour dire, bon, je viens en tant que président de parti. En réalité, c'est la formule trouvée par certains acteurs politiques aujourd'hui. La formule qu'ils ont trouvée, c'est de créer un parti politique, d'accord, sachant très bien peut-être qu'ils ne peuvent pas aller aux élections seuls pour gagner des élections. Ils vont maintenant négocier en tant que patron de président de parti politique. Ils n'y vont pas en tant qu'individu. D'accord. Donc, on les reçoit comme président de parti politique. Et là, ils ont peut-être la chance, leur mot a dit, dans quelques réunions, petites réunions. Parce que et on pourrait aussi leur donner une place après. C'est possible, mais dès lors que les autres ont fait tout le travail que vous venez, ils vont vous accorder le respect possible en tant que président de parti politique. Mais au fond, est-ce que dans les positionnements, parce que si quelqu'un qui demande, qui va débarquer dans une fonction politique pour dire, je veux être tête de liste, ce débat a eu lieu en 2023, avec telle personne, mais je ne citerai pas son nom en plus, parce que j'ai assez cité son nom, qui allait voir cette fonction politique pour dire, je veux être tête de liste de la 6e circonscription électorale. Et pourtant, depuis des années, cette fonction politique travaille dans cette zone-là, et il y a des militants qui ont mouillé le maillot. Mais vous sortez de l'île pas pour chercher à être tête de liste, donc ça sonne mal, non? Oui, beaucoup d'individus, beaucoup de citoyens vont créer des partis politiques, mais c'est dans la dynamique de se faire accepter dans les grands blocs comme président de parti, chef de parti, et pour qu'on leur accorde un peu un minimum de respect. Mais ceci étant, quand on regarde un peu la dynamique qui est en cours, aujourd'hui, il n'est pas évident qu'ils aient pour autant droit à la parole, pour autant, parce que les autres ont déjà fait l'essentiel. Il revient maintenant à chaque formation politique de travail. Comme je l'ai dit, pour les présidentielles, les nouvelles formations politiques sont à août. Mais pour les législatives et les communales, quand même, il y a beaucoup de jeunes néo-votants qui sont là, qu'il faut aller convaincre, qu'il faut aller mobiliser. Il y a quand même dans nos villages, dans nos hameaux, les coins reculés du Bénin, des gens à les convaincre. Donc, c'est parce que la politique sous nos cieux, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pratiquement pas de vision, c'est-à-dire la dynamique, c'est peut-être aller baratiner les populations pour y voter pour nous, on ferait ci, on ferait ça, sachant très bien qu'on ne veut pas faire ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez combattre un régime, vous devez quand même proposer des solutions, des portes de sortie. Voilà à tel niveau ce que vous allez faire. Par exemple, quand je regarde les formations politiques aujourd'hui, aucune formation politique, en tout cas même les démocrates, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez repartir, vous pouvez vous concentrer et les gens vont vous faire confiance dans toutes les régions du Bénin. Regardez la zone septentrionale. Oui. Quand nos écureuils vont jouer dans d'autres pays, parfois on leur fait souffrir, en tout cas on les fait souffrir, on les amène jusqu'au nord de ces pays pour aller voter, pour aller jouer. Aujourd'hui, quelle formation politique aujourd'hui, ceux qui aspirent même à l'élection présidentielle en 2026, qui parmi eux propose par exemple pour dire, dès que nous on sera président par exemple, on va construire un stade à Parakou ou à Natitingou. C'est des solutions. Qui parmi eux a proposé, et c'est ce que parce qu'en l'absence de proposition d'action concrète, quelqu'un qui vient faire ce qui peut l'arranger. Quand je prends la GDZ de Glodigbe par exemple, on a tout fait d'attaquer, mais quand même, c'est quand même un label béninois désormais, parce que par le passé, quand les gens venaient au Bénin, l'ancien président avait du plaisir à amener les gens au projet Songhai à Porte-Nouveau, qui n'est pas l'initiative d'un Béninois. Bon, on ne va pas dire qu'on n'est pas régionaliste ou je sais quoi, on n'est pas raciste au point de... Non, mais je dis que ce n'était pas une initiative à proprement parler béninoise. Mais notre président avait du plaisir à amener les gens. Quand il y avait un président au Bénin, on l'amenait au projet Songhai pour montrer les enfants. Et beaucoup de pays, en allant là-bas, sont allés implémenter ce qu'ils ont vu au Bénin. Mais la GDZ de lui, qu'on ne le veuille pas, c'est un label béninois parce que sous la direction du gouvernement central. Et au Bénin maintenant, les matières premières, qu'on le veuille ou non, même si on doit faire des débats sur la nécessité de cession des matières premières, il y a que les matières premières sont transformées ici au Bénin aujourd'hui. Alors, l'idéal aurait été que nous puissions installer une usine de transformation du coton, par exemple, à Banikwara ou à Djougou, par exemple. Parce que c'est des zones dans lesquelles... Il n'y en a pas? Non, non, je te dis, il y a les usines d'égrenage, mais pas de transformation. D'accord. Il y a les usines d'égrenage, mais pas de transformation. Comme Coteb à l'époque? À Parakou. D'accord. Bon, qui a été, là, ça aussi, c'est un débat, on a cédé ça à vil prix. Bon, ils savent pourquoi ils ont fait ça. Donc, là, écoutez,
on aurait installé une usine de transformation du coton à Parakou, à Djougou ou à Banikora, pour rapprocher les producteurs de l'usine de transformation et créer de l'emploi dans la région. On aurait pu mettre, par exemple, soit à Glazou, à Tchatchou ou à Tcharou, tout ce que vous voulez, comme Tchatchou étant dans Tcharou également, on pourrait peut-être voir dans quelle mesure on met une usine de transformation de l'anacade dans cette région-là pour créer de l'emploi aux jeunes de la région. Le karité, par exemple, que nous avons, pourquoi ne pas créer une usine de transformation de karité dans, pourquoi, si vous voulez, à Kouandé, par exemple? Pourquoi ne pas créer l'unité de transformation du soja, par exemple, si vous voulez, à Perere, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, tout est concentré à Cotonou. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qu'il faut proposer, des choses qu'il faut proposer aux citoyens pour espérer avoir les joies. Tel que ça se fait où, bon, on annonce les grands projets, mais au fond, qu'est-ce qui profite aux populations dans ces localités de façon précise? Les gens produisent dans leur région. On a, oui, Boniaïe a commencé un début, ce qui rassurait, mais finalement, ça a été cédé. Usine de tomates, transformation de tomates. À commencer, par exemple. Moi, je suis dans la date. Éléphant blanc, non? Oui, non, pas l'éléphant blanc, ça a été c'était bien construit. Oui, mais est-ce que ça tourne? Non, le gouvernement qui est arrivé à demander qu'on cède ça. Donc, oui, mais moi, j'ai vu quand même plusieurs fois des producteurs de tomates dans la date de commencer à jeter des paniers de tomates. Oui. Jeter des tomates, paniers de tomates. Le panier de tomates qui peut-être peut aller à 6 000, 7 000, 8 000 par saison, parfois c'est à 6 000, 600 francs, à 400 francs. Les gens sont obligés de céder ça à vil prix. Et même ceux qui achètent ça ne savent pas conserver, sont obligés de jeter. Donc, on peut construire par exemple dans la zone d'Alada une usine de transformation de tomates, pourquoi pas? C'est possible. Donc, quand on fait ça, on crée de l'emploi aux jeunes qui sont dans la zone. Et donc, la zone est animée, et puis voilà. Voilà, donc c'est un manque de vision de griffe, permettez que je le dise comme ça, de certaines fonctions politiques qui font que parfois, elles n'ont pas l'adhésion populaire, le soutien des populations. Parce que si les jeunes de Karimama apprennent que oui, bon, on veut installer une usine dans la zone et que ça va créer de la richesse, parce que d'abord, à cause de l'entreprise, la zone est viabilisée. Parce que beaucoup de personnes doivent s'installer là-bas. D'accord. Il y aura une activité commerciale qui sera développée autour de l'unité de production. Les jeunes auront du boulot. Ceux qui vont construire la maison. Les chambres à louer vont prendre du prix. Donc, il y a beaucoup de choses. Le transport également. Les transporteurs vont trouver le compte parce que les taxis vont évoluer, les minibus, les bus pardon, qui vont au nord. Les vont se créer. Oui, donc, il y a beaucoup d'activités qui vont se développer autour de ces choses-là. Mais qu'est-ce que ces formations politiques proposent? Nous voulons être députés, nous voulons être maires. Ça s'arrête là. Être maire, par exemple, à Djougou, et puis maintenant avoir sa maison à Cotonou tout le temps, toute l'année. Et on va peut-être dans sa région, notamment, parce qu'on ne veut pas avoir en face de soi les populations. Donc, si les nouvelles formations politiques qui se créent arrivent à sortir de les populations disent tonton wa. Voilà. Donc, si les nouvelles formations qui se créent aujourd'hui ne restent pas dans la même dynamique de certaines formations politiques, ils vont proposer quelque chose de nouveau, il se peut que ces formations politiques s'y prennent peut-être pour les prochaines élections. Très bien. Nous allons à la une de Nassiara. Gbadamassi trouve Nassiara avec Marcel Yedo, merci. C'est Nassiara, oui, talon donne une caution politique à Gbadamassi. Est-ce que vous êtes de cet avis, Laurent Rolanton? Oui, c'est une caution politique à Gbadamassi. On a vu comment Gbadamassi est devenu ces dernières semaines chien d'attaque du pouvoir en place. Et donc, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à ce que fait ou ce que pense le gouvernement, il est le premier à réagir automatiquement. Et on sait bien les canaux par lesquels il réagit. Très vite, il est le premier à sauter sur l'occasion pour traiter les autres de tous les noms. C'est vrai qu'il utilisait parfois à la limite des termes qui gênaient un peu, mais et on se posait la question de savoir mais pourquoi il continue de faire ça, pourquoi on ne l'interpelle pas au sein de sa fonction ou bien du pouvoir en place pour dire non, il faut revoir sa posture. Mais si aujourd'hui le président en arrive à le nommer, ministre conseiller, cela suppose que quand même on lui donne du grade. Et donc on doit s'attendre maintenant à tout. C'est les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, on doit s'attendre à tout. S'il peut traiter n'importe qui de quoi que ce soit, parce qu'il le fait en parlant des anciens chefs d'État. Parce que quand il dit que voilà encore quelque chose qui m'a fait sourire. Il est allé construire, en tout cas rétablir ou reconstruire, si vous voulez,
un pan du mur du lycée Mathieu Bouquet à Parakou, et il disait qu'il est à l'image de son chef, que le modèle Patrice Talon, qui ne fait pas de pose de première pierre, et qui ne fait rien. Mais on a vu Badamassi. On a vu une vidéo circuler. Oui, j'ai vu la vidéo. Et il y a aussi, l'honorable Badamassi, c'est lui qui va succéder au président Talon. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Non, vous vous rappelez de cette vidéo, oui, non? Je sais. Il a dit qu'en 2026, non, moi, je voulais juste rappeler. Donc, c'est normal qu'il soit à son image, non? Oui, mais c'est normal qu'il se croit à son image. Voilà. Je voulais juste rappeler que lui, il a fait beaucoup de poses de pied avec Patrick Boniaï. On l'a vu aux côtés de Boniaï quand Boniaï faisait le tour. D'accord. Et il disait que Boniaï, par quoi appartient à Boniaï, donc tout ça là. Donc, je crois qu'aujourd'hui... Donc, il a reposé beaucoup de pieds avec bon, le président. En tout cas, beaucoup de sorties où parfois on disait 25 plus 25, il a 45, vous vous rappelez, il était quand même avec même il y avait même la date. La date. Et c'est lui qui donnait la date. Il était à côté, Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, quand ce que font certains acteurs politiques, ça frise le ridicule, hein. Mais j'estime qu'il faut que les gens quand même prennent conscience de ce que nous avons des enfants qui grandissent et nous devons faire très très attention. Il y a des choses que Dieu me garde, que je ne pourrais pas faire parce que je vois des enfants grandir. J'ai un enfant de 13 ans, en tout cas mon fils, qui parfois me pose des questions. Et en souriant, je lui dis, mais parfois je fais des choses et il me pose des questions sur certaines réalités. Et là, quand vous avez des enfants et que vous voulez quand même construire, parce qu'après nous allons le partir, nous allons laisser nos enfants, parce que nous ne sommes pas éternels. Le Bénin restera, nous allons partir. Quand nous avons des enfants qui grandissent, nous devons faire attention, parce qu'à un moment donné, il se peut avoir un modèle. Non, il se peut, voilà, mais il se peut que les actes que vous posez aujourd'hui, demain, que les gens ne veuillent pas associer vos enfants, parce que se rappelant de ce que vous avez été. Et sachant que l'enfant peut avoir comme modèle son père, ce n'est pas bon. Moi, j'estime que... Parce qu'il y a des gens qui sont allés ont eu des opportunités, mais parce qu'on s'est souvenu de leur papa. Est-ce que la politique, ça, ce n'est pas la règle de la politique? La politique, est-ce qu'il est interdit d'aller à gauche, d'aller à droite? Lorsque ça dit ping, il faut dire pan. Non, ce n'est plus aller à gauche ni à droite qui est le problème. Il y a beaucoup qui sont allés à gauche et à droite, mais qui ont quand même fait l'effort de garder leur bouche. En fait, c'est de ça qu'il est question. La politique, c'est parler aussi, non? Non, parler, oui, les gens parlent. Mais vous n'allez pas voir les gens parler n'importe comment et dire n'importe quoi. C'est-à-dire, nous sommes sur un système... Qu'est-ce que vous appelez n'importe quoi? Ah oui, mais quand vous traitez les autres de n'importe quoi, parce que les autres n'ont pas... Vous pensez que les autres n'ont pas le droit de s'opposer à ce que vous faites ou bien de critiquer de ce que vous faites et que vous voulez les traiter de tous les noms, en brandissant parfois à la limite des menaces et autres là, j'estime que non, c'est pas ça. La politique, nous sommes tous là pour construire le pays. Et dès lors que vous êtes sur le plateau avec moi et que vous faites des choses qui ne m'agréent pas du tout, il se peut que je vous dise non, je ne suis pas d'accord avec cette question-là. Et ce n'est pas la fin du monde. À la fin de l'émission, je peux se voir en coulisses. Et demain, on sera encore sur le plateau. On a le droit d'être ensemble parce que nous voulons construire notre pays. Et donc, en réalité, traiter les gens de tous les noms, ou en fait prendre d'office les gens pour les ennemis du peuple, c'est de ça que je parle. Et ce que vous semez, vous récolterez tôt ou tard un jour. C'est-à-dire, moi je voudrais conseiller à notre professeur titulaire de, maintenant qu'il a une responsabilité... Il est professeur titulaire de quoi? Bon, c'est lui qui dit, c'est pas moi qui ai dit. Et si je le prends comme tel, je le respecte. Je le respecte vraiment. Non, j'avoue que, au-delà de tout, le professeur Badamassi, c'est quelqu'un que je regarde, j'observe tout le temps. Et ça me fait rire parce que... C'est un animal politique après tout. Hein. C'est un animal politique, c'est un stratège, c'est un fin stratège. Et il a de la popularité aussi. Vous pensez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si ce n'était pas le cas, vous savez que nous avons un président qui réfléchit beaucoup. Ne confondez jamais foule et masse. Foule et électeur. Foule et électeur. Je vous ai donné... C'est de la foule que les électeurs sortent. Je vais vous donner un exemple simple. C'est de la foule que sortent les électeurs. Badamassi quand même a vous êtes d'accord avec moi? Badamassi a reconnu à un moment donné. La redoutabilité de Badamassi en politique, je respecte ça. D'accord? Mais je vais vous donner un exemple simple pour dire que est-ce qu'il véritablement il y a des militants derrière lui ou bien il y a eu des foules derrière lui. Quand il fait du social, les gens l'applaudissent et crient. Il a dit que Parakou appartient à Boniaï. C'est lui-même qui l'a dit avant Patrice Talon. En 2019, ils sont allés aux élections. Vous savez comment ça a été organisé les élections dans le 8e? Il n'y a pratiquement pas eu de vote. Parce qu'il y avait eu des casses. Les gens sont allés au vote. Et donc, mais il a été député.
ce que les gens appellent député nommé. 2023 a été le baromètre, et c'est pour moi le baromètre ça. Le 2023, on est allé aux élections, Boni Yayi est sorti à Parakou, il n'a pas été élu. Donc entre Boni Yayi et Balanci à Parakou, qui a de la popularité à Parakou? J'ai envie de dire quelque chose, mais Dites. Je ne sais pas si je vais le dire. Si vous parlez de députés nommés en 2019, il n'y a pas eu de députés nommés en 2023. Ah, c'est à vous de me le dire. Non, moi je vous le demande. Il y a eu quand même plus ou moins élection en 2023. Il y a eu élection. Il y a eu élection. En 2019, tout le monde est unanime sur le fait qu'il y a deux formations de la mouvance qui sont aux élections et que dans certaines circonscriptions électorales, il n'y a même pas eu vote. Mais malgré tout, qu'on a eu des députés dans certaines circonscriptions électorales, notamment au Koulola, et puis, aussi autres dans la 8e. D'accord, je vais jusqu'au bout de mes idées maintenant. Oui, admettons qu'il y a eu des députés nommés en 2023. Ça veut dire qu'ils pouvaient ne pas être nommés. Donc ça ne veut pas dire que de Gaulle, il n'a pas été nommé. Les chiffres, il n'a pas été élu en 2023. Non, je dis admettons. Non, je vous dis, en 2023. Je n'ai pas dit. Moi, je me base sur les chiffres. Je n'ai pas dit qu'il y a eu des députés nommés en 2023. J'ai dit, admettons qu'il y en a eu. S'il y en avait eu... Il serait à l'Assemblée. Non, ce n'est pas évident. On pouvait décider de donner priorité à une autre personne. Non, mais justement... Vous n'êtes pas le seul dans le pays pour qu'on vous nomme tout le temps. Il est quand même deuxième sur la liste. Il était quand même deuxième titulaire sur la liste après Adambi. D'accord. Il était quand même deuxième titulaire sur la liste dans la 8e après Adambi. Maintenant, s'il y avait la possibilité... Comme il y a eu élection... Si on avait un cas de figure d'élection comme 2019 en 2023, il se peut que Badansi soit encore à l'Assemblée nationale. De ça, je vous parle. Moi, je me base sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain depuis 2019 pour les différentes élections, pour faire mon... Oui, c'est ce que je dis. En 2023, si les populations ont voté, est-ce que vous estimez alors qu'on n'a pas voté, que les populations n'ont pas voté pour Gbadamassi? Ou les populations n'ont pas suffisamment voté au point où Gbadamassi soit élu dans cette condition? Parce qu'il était en deuxième position. S'il était en première position, les populations n'ont pas suffisamment... Les populations sont parties à eu un seul député. Il était deuxième, il n'a pas été élu député. Et si l'autre liste a réussi à leur damer le pion, ça, il n'a pas encore la clé. Je prends les exemples du Koufou. Dans le Koufou, malgré quoi qu'on dise là, il y a des députés du Koufou, malgré ce que le Parti démocrate a fait, le fait que le Parti des démocrates soit, elle, vent pour à l'époque, des députés ont été imbattables dans leur région, dans le Koufou. Des gens ont été imbattables dans leur région. C'est de ça, moi, je considère les personnages et les chiffres dans les localités. Je ne considère pas ceux qui sortent pour avoir du monde et pour crier. Je considère ceux qui sortent, mais qui après, dans les unes, il y a en tout cas une suite. Regardez dans Cotonou. Le parti UP, le Renouveau, a amené Christophe Rounongbo des collines, de ça. Le parti a amené Ozan Romeki du Koufou. Vous voulez encore parler de l'UP? Oui, mais justement, je suis... Pour un droit de réponse la semaine prochaine. Non, mais écoutez, la réalité est là. Le parti a positionné, Christophe Rounongbo, on l'a enlevé. Comme on a fait l'expérience à Tropo de Boyko à Cotonou, ça a marché. Apparemment, on a pensé que ça pouvait marcher pour ces gens-là. Rounongbo est venu à Cotonou. Omeki a quitté le Koufou pour venir à Cotonou. Jean Benou s'est positionné. Ils ont eu quoi? Ils ont eu des députés. Combien? Ils sont majoritaires à l'Assemblée. C'est pas ça. Je parle pas du plan national, je parle des cycles. Mais après, il faut qu'on dépose les cartes et qu'on voit ce qu'ils ont obtenu. Encore qu'à ce niveau, cette affaire de majorité dont vous parlez, les spécialistes vous diront que bon, c'est pas pour autant ça. Mais bon, ils sont majoritaires aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'il revient à ces acteurs politiques de comment continuer à travailler, que ce soit de la mouvance de l'opposition, notamment ceux de la mouvance qui a échoué. Il leur revient et c'est pour ça que cette caution donnée à Gbadamassi aujourd'hui lui permettra certainement peut-être de renaître de ses cendres. Espérons qu'en 2026, qu'ils viennent damer le pion aux autres formations politiques pour se faire réélire député. Peut-être qu'en 2023, on réussira à le mettre tête de liste. Parce que vous voyez un peu, le cas, comme vous appelez, Hervé Khéroumé, Yarouedéou. Vous voyez, Khéroumé était positionné, Yarouedéou était positionné. Mais il se fait qu'après, on a mis Yarouedéou suppléant, pardon, Yarouedéou titulaire, Khéroumé suppléant de l'autre. Et puis, non, c'est Khéroumé le titulaire, et puis Yarouedéou son suppléant. Et puis, ministre au gouvernement, quand il est allé, après, il a démissionné pour que Yarouedéou soit là. Il a réclamé sa place. Oui. Alors qu'avant, tel que c'était organisé, c'était que Yarouedéou était titulaire, Khéroumé était deuxième.
Mais cette fois-ci, on a fait de sorte que, et malgré tout, ils ont quand même eu leur poste de député. Mais vous avez vu, après ça a amené le problème. Donc, il revient à tous les acteurs, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Il a été nommé. Oui, il est nommé ministre conseiller. Donc, le problème ne se pose plus. Oui. C'est bon. Oui, mais vous savez qu'il y a les dessous de cette affaire quand même liés avec ceux qui sont en prison, ce qui lui permet, lui, de revenir devant la scène. Sinon, autrement, si les autres étaient là, ce n'est pas évident qu'on le ressorte encore de sa retraite politique anticipée. Donc, bref, il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, je le dis à tous les acteurs de l'opposition de la mouvance, ceux qui ont été malheureux en 2023, il leur revient de travailler, Kadamassi et autres qui ont malheureusement tapé poteau, même Omeki, bon, s'il était candidat. Mais Christelle Onomou, que je respecte, c'est une femme assez valeureuse qui fait beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé qu'on la... politique, quand même, elle s'illustre bien. Oui, elle s'illustre. J'aurais aimé qu'on la laisse dans les collines, les Soklobo. On aurait pu la laisser dans là-bas pour se faire, en tout cas, montrer, se battre. Parce qu'elle était quand même allée à l'UP, dans la constitution de l'UP, la création de l'UP, en tant que présidente du parti. Donc, quand vous êtes sûr, et vous savez très bien, et c'est peut-être que cette lecture, c'est peut-être cette lecture que les acteurs politiques de la mouvance n'ont pas suffisamment faite. C'est-à-dire, à la fin de chaque régime, les grandes capitales ne sont pas favorables au pouvoir en place. Donc, il fallait éviter cette erreur-là que de mettre les pions essentiels sur lesquels on peut compter, qu'on les ramène à Cotonou comme ça, les mettre au charbon. Parce que même le président du parti, quand même, il a été le seul élu de justesse pour permettre au président de la commission des lois de retrouver son poste. Je vais nommer Odin Alati. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut maintenant positionner des jeunes pour affronter des jeunes dans les grandes capitales. Parce que ceux qui ont déjà un parcours politique ne vont pas continuer à faire le jeu. Les jeunes veulent faire confiance à des jeunes. Je vais vous raconter une histoire. Pour les élections, oui, c'est quand même législative. J'étais dans une école à Ménotin. Je suis allé voir les chiffres, j'étais surpris. J'ai vu des jeunes parler. Et ils disaient ce qui suit. Ils disent, mais nous avons tous grandi ici. Mais des jeunes qui sont avec nous, on ne les positionne pas, qui sont dans leur fonction, on ne les positionne pas. Mais on amène des gens de Dassa, on amène des gens du Koufo pour venir être députés pour nous ici. Et pourtant, parce qu'à Cotonou, quoi qu'on dise, c'est une ville cosmopolite, mais il y a des autochtones. Au niveau de la Belge, de la Guinée, il y a des autochtones. Donc, si vous ne faites pas confiance, vous n'associez pas ces personnes, c'est que ces personnes vont contribuer à faire échouer vos listes. Donc, si aujourd'hui, ces fonctions de la mouvance veulent gagner des élections, ou bien ne serait-ce qu'avoir un ou deux élus quand même, 2 élus au moins dans les grandes capitales, notamment à Cotonou, il faut maintenant composer avec les jeunes qui ont grandi à Cotonou. Moi, j'ai vu, quand j'étais à Zobo, j'allais à l'école primaire publique de Zobo. Écoutez, j'ai vu je connais les autochtones. Et puis, je crois que les gouvernants ne négligent pas ces personnes. Ils vont primaire public de Zobo, vers le cimetière. Voilà. Et donc, il faut quand même composer avec ces personnes-là qui ont... Et c'est sur ces leviers-là que, en fait, quand les analystes se basent. Quand il parle de son équipe, c'est beaucoup plus ces gens-là. Et aller à Zongo, ces gens-là également. Quand vous prenez les candidatures du parti UP Le Renouveau en 2023, quand vous regardez la liste, est-ce que ça reflète une configuration de ces personnes venues du septentrion ou bien il y a des gens qui ont quitté le Niger et autres là, mais qui sont devenus béninois aujourd'hui, qui sont dans la région Zongo, Djonké et autres là. Mais quand vous regardez les candidatures, est-ce qu'il y a que ces personnes se retrouvent dans ces candidatures? Non. Dès lors que ces personnes ne se retrouvent pas dans ces candidatures, vous n'aurez rien de ces personnes-là. Par contre, si vous composez avec ces personnes, que vous avez au moins 2-3 éléments de leur région, de leurs différents... sortir de leur milieu, quelqu'un qu'eux ils connaissent, ils ont collaboré. Oui, voilà, ça leur permet de venir donner caution à votre liste et de voter pour vous. C'est pareil pour l'opposition également. Si vous voulez proposer des listes et que vous venez sortir des gens, ne pas, en dehors de ce que vous serez sanctionné, l'opposition, les gens veulent sanctionner le parti en place pour donner caution, en tout cas, à l'opposition. Il revient aux opposants aussi de savoir comment faire un casting pour proposer des gens qui auront l'adhésion populaire, qui seront votés. Très bien. Alors donc, merci pour toutes ces analyses, pour tout ce dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a un autre sujet oui, qu'on peut évoquer demain, le chef de la République, pardon, le président de la République, je voulais dire, c'est quand même le chef de la République. Le chef du gouvernement sera donc face à la représentation nationale, il sera à l'Assemblée nationale pour son discours.
un discours à la nation, c'est ça? Oui, discours à la nation, oui. Discours à la nation, il a fait le bilan de l'année. Voilà, il me semble que l'année passée, je vous avais posé la même question sur ce que dirait le chef de l'État et vous m'avez répondu que vous n'êtes pas dans le secret de Dieu et tout. Mais au regard de ce qu'on a observé, de l'évolution politique, économique et autres, quel message peut-on entendre du chef? L'année passée, ce qui a retenu l'attention est que nous étions premiers. Et cette fois-ci, est-ce qu'on est resté premier? Si on sait que le ministre des Finances est premier, est-ce que nous sommes restés premiers? Le Bénin est resté premier dans ce domaine-là. Si, parce qu'une chose est d'être premier, mais l'autre chose est de se maintenir premier. C'est ça qui est difficile. Si dans une famille, sinon la chute est vertigineuse. Si dans une famille, un enfant est premier, c'est que la famille là, est première de toutes les familles du pays ou bien de la région. Donc si notre ministre des Finances est premier, c'est que nous sommes premiers quand même dans ce domaine. Donc on est premier. Donc ce que le chef dira demain, c'est que le chef reviendra sur ce qu'il a pu faire, ce que son gouvernement a pu faire au cours de cette année 2024. Et on sait que beaucoup de choses ont été faites. Qu'on le veuille ou non, il faut quand même reconnaître que sur le plan, dans bien des domaines, beaucoup de choses se font. Moi, je suis le premier à quand même aujourd'hui me réjouir de ce que le tronçon Mississento-Glodibé est en construction parce que combien de fois j'ai vu du sang couler sur ce tronçon tous les jours. Et en venant ici, de familles n'ont pas pleuré. Voilà, en venant ici les matins, je vous assure combien de fois on a peur, on a la peur au ventre. Combien de fois ça a obligé certains à prendre des boîtes d'allumettes pour mieux se protéger. Justement, moi je me rappelle quand j'ai amené une moto, j'ai fait un accident là. J'ai frôlé le pire. Et puis depuis ce jour, je ne viens plus, je viens à Zim et je n'ai plus de trucs. Ma voiture étant donnée après. Tout à fait, a subi un choc encore, toujours sur cette voie. Mais j'estime qu'aujourd'hui, véritablement, il faut quand même remercier le gouvernement pour ce travail qui est fait, même si c'est nos sous qu'ils utilisent. Mais on va quand même leur dire merci. D'autres ont pris par là, ont utilisé nos sous. Oui, justement. Mais on fait petit argent, petit goudron. C'est pour ça que je dis. Et c'était une seule voie. C'est pour ça que je dis le merci. C'est pour ça que je dis le merci. Sinon, ce n'est pas de mes habitudes de dire le merci. Vous savez très bien. Mais quand même, il faut remercier parce qu'au moins, on a double voie et on voit comment les gens circulent librement par endroit aujourd'hui. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites également dans la ville de Cotonou pour l'assainissement de la ville de Cotonou. Oui, on ne va pas manger goudron ni pavé. Oui, mais quand même, nous avons la possibilité de bien circuler aujourd'hui. La bonne circulation aujourd'hui dans certaines villes du Bénin, c'est à saluer. Et puis, sur le plan social, ce que le chef fait avec le gouvernement, fait avec les transferts monétaires aux jeunes filles défavorisées, les familles qui reçoivent un soutien. Donc, il y a beaucoup de choses. Le projet Soued dont on parle, quelqu'un a parlé ce matin, un journal l'a parlé, c'est quand même un projet qui quand même aide beaucoup de personnes. Il y a le projet Azoli, par exemple, qui prend en charge des jeunes filles, ou les jeunes, pardon, pour la formation, où les jeunes sont en formation, mais on leur verse quand même 40 000 francs ou je sais quoi par mois. Donc, c'est des choses sur lesquelles, quand même, il faut remercier le gouvernement pour dire c'est un pas. C'est un pas à ne pas négliger. C'est un pas de géant, il faut le reconnaître. Bon, est-ce que vous avez dit géant? Vous dites géant? Bon. Moi, c'est un pas à ne pas négliger. Vous mettez toujours de bémol. D'accord. Oui, c'est un pas. Oui, c'est un pas à ne pas négliger. D'accord. D'accord. Et on va demander au gouvernement de faire plus. Donc, le chef reviendra certainement sur ces actions. Et maintenant, sur le plan sécuritaire, on attend quand même beaucoup du chef de l'État. Parce que ces dernières semaines, nos compatriotes tombent au fond et meurent des difficultés. Je voudrais ce matin avoir une pensée quand même pour toutes les veuves des forces de l'ordre qui sont morts au front. J'ai vu le témoignage assez touchant de Mme Elena Kaposhishi Choubadé, dont le mari est tombé au front il y a quelques mois en arrière. Et j'ai vu la peine, puisqu'une femme qui était allée subir une chirurgie, et au retour de son opération, c'est que le mari devait donner quelques jours de repos pour être chevet de son épouse. Mais la dame sort de son opération, finit à la maison, mais elle n'aura jamais son mari à côté pour la soutenir. Le mari meurt au fond dans la même période. Donc, vous voyez un peu cette difficulté. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent, et beaucoup d'enfants aujourd'hui souffrent de l'absence de leur père aujourd'hui qui sont morts au front. Et sur cette question, on attend quand même du chef de l'État, certainement il nous dira ce qui a été fait et ce son gouvernement compte faire pour les prochaines années, en tout cas pour que nous puissions avoir l'assurance que nos frères et sœurs qui sont au front soient en sécurité et que nous puissions facilement, ou en tout cas repousser loin les djihadistes, les terroristes qui font
suffisamment mal à nos compatriotes. Et sur la question... Ce qui a été fait, on sait déjà, hein, on sait ici même qu'on a dit qu'il va falloir prendre en charge les familles. Oui, non, je ne veux pas parler de ça. Et il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à ça. Oui. À la rentrée, le gouvernement fait beaucoup et le gouvernement continue de prendre en charge. Donc, je pense quand même que des choses ont été faites. Hein. Il y a eu du progrès sur ce plan. Oui, pour la prise en charge, je ne sais pas de ça, je parle justement. C'est comment travailler davantage à ce que nos forces de défense et de sécurité qui sont au front aient suffisamment de moyens pour repousser les limites des dires. Parce que c'est des gens qui sont parfois plus équipés que nos armées, c'est de ça que je parle. C'est les équipements. Et parlant d'équipements, il y a la France qui nous a donné un lot encore d'équipements militaires. Oui. Il y a quelques jours. La France fait, les États-Unis aussi font également. Bon, attendons de voir à quoi est-ce que ça peut, faire, attendons de voir, parce que pour autant, on reçoit tellement de matériel, mais est-ce qu'au fond, on a un reçoit de qualité qui peut aider véritablement nos forces de défense et de sécurité? Là se trouve la question. Maintenant, sur le terrain politique, on attend beaucoup du chef de l'État également. Il va pas parler forcément de la nomination des conseillers, d'ailleurs qu'il rencontre, des ministres conseillers qu'il rencontre aujourd'hui. Oui, non, il parlera certainement d'eux. Il parlera certainement d'eux parce que... et du rôle qu'ils auront à jouer. Quand il y avait ce débat de ministres conseillers, qui vous souviennent que le chef avait déjà commencé par réagir, à donner une réponse. Donc il reviendra certainement sur ça, certainement. Il ne peut ne pas en parler. Devant le député, c'est normal qu'il en parle. Pour rappeler pourquoi il a nommé le ministre des conseillers. Parce qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Oui. Donc il revient de rassurer les populations. Mais sur les problèmes des intrigues politiques, il y a nécessité aussi de régler un certain nombre de choses. Moi je pense à ceux qui sont en prison du fait des intrigues politiques ou du fait des malcompréhensions politiques observées en 2019, 2020, 2021. Il n'en parlera pas. Non, il peut évoquer le sujet, il peut ne pas évoquer, mais l'idéal aurait été qu'il évoque ces sujets-là et de voir dans quelle mesure ceux qui sont à libérer, il faut les libérer. Parce que la dernière décision lui revient aujourd'hui. S'il décide de libérer les gens, ça passera. S'il décide de ne pas le faire. Je crois que c'est l'avant-dernier tournant, pratiquement pour lui, hein, ou bien... Oui, c'est ça. Avant 2026. Après ce tournant, il y aura le tournant du 1er août, il y aura le tournant de la fin d'année de 2025. Oui. Donc c'est l'un des derniers tournants et il lui revient... Est-ce qu'il parlera du Niger? Parce qu'il y a eu accalmie, on ne sait pas où nous en sommes véritablement. Est-ce qu'il va évoquer la question des relations entre le Bénin et le Niger? Oui, pour le discours au cours de l'après 1er août, il est revenu pour dire qu'il y avait une main tendue du Bénin et que c'est le Niger qui continuait à durcir le temps. Donc je crois qu'il reviendra certainement. Il peut revenir sur ça pour évoquer la question et dire ce que le gouvernement continue de faire parce qu'on a pu voir la suspension du pétrole. Après, on a levé et puis on a levé les sanctions. Le Bénin a ouvert les frontières de son côté, mais le Niger refuse de rouvrir les frontières aujourd'hui. Il va certainement nous dire ce qu'il en fait. Et puis, politiquement parlant, beaucoup de choses vont être abordées quand même. Il peut faire l'effort de ne jamais évoquer certains sujets que vous connaissez. Vous et moi, nous connaissons très bien. Mais je pense que l'idéal aurait été de les aborder une fois pour toutes. Est-ce qu'il parlera des efforts que le gouvernement fait aussi pour les migrants, en ce qui concerne les migrants? Est-ce que vous savez encore qu'il y a eu des migrants encore en Guinée équatoriale hier? Ils sont 7 Béninois, 7 Togolais, 3 Nigérians. Et d'autant plus la queue de champ, ils étaient en partance pour le Gabon, leur bac a échoué encore. Et donc, ils sont au commissariat de Bata, à l'instant où je vous parle, les informations nous sont parvenues. Ça veut dire que les Béninois continuent de partir et le gouvernement aura encore du travail à faire, à les ramener au Bénin. Est-ce qu'il va évoquer la question et déplorer peut-être les fils et filles qui partent? Alors, quand vous regardez mes premières émissions sur Martin Eden, il y a 4 ans ou 5 ans, j'ai toujours condamné le gouvernement sur cette question des migrants. Parce qu'il n'y avait rien de concret qui était proposé. Et j'ai rappelé sur le plateau avec vous, M. Adam Badi, qui faisait un travail énorme en Libye, président de la communauté des Béninois vivant en Libye. Et c'est lui qui pratiquement prenait en charge ses compatriotes qui étaient en esclavage
en Libye parce que les Noirs étaient considérés comme des esclaves dans cette région. Et j'ai toujours dénoncé. Donc, au moins aujourd'hui, on peut se réjouir parce que c'est l'Organisation internationale des migrants qui prenait en charge nos compatriotes, les aider à rentrer. Il y avait une vague qui était rentrée d'ailleurs, que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, aujourd'hui, le gouvernement fait un effort considérable qu'il faut saluer. Et donc, sur ce coup, quand même, il faut leur dire, oui, il faut leur donner de satisfaction et souhaiter qu'ils en fassent davantage. Maintenant, le problème, c'est que, je continue de le dire, au-delà du fait qu'il faut aller secourir les gens, en tout cas les aider à rentrer, il faut qu'on commence par réfléchir sur la situation de l'emploi des jeunes au Bénin. Les jeunes dont on parle, la grande partie vient de certaines régions du Bénin où il y a des problèmes sociaux. Qu'est-ce que nous faisons pour apporter des solutions aux problèmes de ces jeunes dans ces localités? Qu'est-ce que nous faisons pour maintenir les jeunes au pays? Et c'est de ça qu'il est question. Aussi longtemps que nous allons... Oui, parce que aussi longtemps que nous allons rester muets sur ces questions essentielles, les jeunes continueront à prendre du risque. Mais s'ils prennent le risque, malheureusement, une fois qu'ils prennent le risque, ils se retrouvent en difficulté, l'État doit pouvoir aller de façon spontanée à leur chevet les secourir. C'est ça qu'on appelle un État. Et donc pour ça, aujourd'hui, il faut quand même dire merci au gouvernement pour les personnes qu'on a aidées à rentrer. Mais au-delà de ce qu'on aide des gens à rentrer, réfléchissons à poser des actes et faire en sorte que les jeunes trouvent de l'emploi, que les jeunes soient maintenus dans notre pays, qu'on essaie d'abroger ces dispositions qui sont suicidaires pour la jeunesse, pour l'emploi des jeunes, parce que je continue de dire, la loi sur l'embauche est une menace. Et les patrons sont devenus tout puissants aujourd'hui. On peut venir demain matin pour dire, Laurent, merci, on n'a plus besoin de toi. Parce qu'en réalité, la loi le permet. Et ça, c'est pas bien. Et on dit qu'on vous paye à peine 3 mois ou entre 3 et 9 mois. Donc beaucoup de personnes étaient renvoyées comme ça, on leur a payé. Au finish, l'employeur dit j'ai des problèmes financiers et vous payez 3 mois. Par contre, dans l'ancien système, quand même, l'employé a quand même aussi son droit à réclamer. Donc aujourd'hui, j'estime véritablement qu'il revient à nos autorités de faire en sorte que nous allons proposer des solutions, aider les gens à rentrer, mais en amont, qu'est-ce que nous faisons pour prévenir ça? C'est de ça qu'il est question. Merci. Laurent, vous l'entendez, qu'est-ce pour donc cette deuxième rubrique de cette émission Analyse et commentaires? Vous avez été seul, alors qu'on attendait donc Marc Goudianou, qui ne nous a pas rejoint sur ce plateau. Demain, nous serons également sur ce plateau, mais certainement pour donc parler Matin d'Éden, mais également suivre le discours du chef de l'État ensemble et faire tirer des conclusions, faire les analyses. Juste après, donc demain, restez avec nous si vous voulez savoir ce que pensent nos analystes politiques après donc le discours du chef de l'État à la représentation nationale.